Véronique Prince, Hélène Buzetti, Michel Siauger, d'abord, bonne année. Bonne année. Bonne année. À vous. On a le droit, là. Bonsoir. On n'est pas très loin dans janvier. Les négociations, on en a tellement parlé, ça s'est bousculé vers Noël, donc comme on a suivi tout ça. La plupart, on parlera de la FIC plus tard, mais la plupart ont réglé. Et la table centrale, c'est-à-dire les salaires, les grands paramètres, je vous remonte le tableau. On est à 17,4 de plus d'augmentation salariale, dont un rattrapage 23-24 à 6 Ensuite, 2,8 bien, vous les voyez, les chiffres. Et ce qui est intéressant, la dernière année, un autre coup, 27-28 à 3,5. Il y a un mécanisme aussi de protection du pouvoir d'achat pour les 3 dernières années, ce qui inquiétait beaucoup les syndicats. Bref, ma question, c'est que globalement, ça a été long, ça a été compliqué, ça a été ardu, mais c'est fait. Véronique, là, tout le monde se croise les doigts, et les dirigeants syndicaux et les ministres, pour que la base accepte. Là. Oui, parce que le syndicat ne va pas recommander d'accepter l'entente. Ils veulent que les membres décident de leur propre chef, mais après avoir vu ce qui s'est passé, par exemple, à la Sûreté du Québec, où une augmentation de 21 sur 5 ans a été refusée, il y a eu les agents de bord aussi d'Air Transat. Bon, finalement, ils ont accepté après avoir rejeté. Donc, on ne sait pas comment les membres vont réagir. Par contre, ce qu'on a là et qui est public, c'est une partie, parce qu'on n'a pas non plus les chiffres pour ce qui est des ententes sectorielles. Et ce qui circule, c'est que ce sont également de gros montants. Autant des deux côtés, là, nos sources nous disent là, que c'est très intéressant aussi ce qui a été proposé dans les ententes sectorielles, ce qui fait en sorte qu'il y a énormément d'argent. Dans les derniers jours de la négociation, c'est à peu près 2 milliards de dollars qui a été ajouté par le gouvernement pour s'assurer justement que dans la ronde de vote qui va s'étirer jusqu'au 19 février avec les syndicats des différentes tables sectorielles pour s'assurer que les membres trouvent que c'est suffisamment intéressant. Hélène, en tout cas, ils sont satisfaits. Ils n'ont pas tout obtenu, bien sûr, sur une négociation, mais ils sont satisfaits. Mais eux-mêmes, comme le disait justement Véronique, ils se demandent est-ce que ça pourrait déraper là, à la base, là? Oui, il y a toujours ce risque-là, encore que quand les dirigeants syndicaux soumettent à une approbation l'offre, c'est que même s'ils ne la recommandent pas implicitement, ils la trouvent quand même intéressante. Alors, il y a quand même un message qui est envoyé là, mais effectivement, la base est tellement crinquée que c'est une surprise. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Des surprises sont toujours possibles. Moi, j'ai hâte de voir effectivement ce qui va arriver avec toute cette notion d'offre différenciée. Hein, il faut se rappeler qu'au départ, l'offre était de 12,7 mais il y avait des enveloppes prévues pour bonifier de manière différenciée le salaire parfois de corps de travail ou de corps de travail moins intéressants ou sous-rémunérés. Et c'est particulièrement vrai dans le milieu de la santé. Hein? Le gouvernement voulait mieux rémunérer les quarts de travail des infirmières de nuit ou de fin de semaine pour faire un certain rattrapage. Et bon, dans leur cas, évidemment, avec la fixe, il n'y a pas d'entente encore, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qui arrivera donc avec cette notion d'offre différenciée dans d'autres secteurs. Michel, c'est impression générale sur ce règlement global et les autres? Sur ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas tout, c'est quelque chose, si les syndicats prennent la chance, le risque de le présenter à leurs membres sans faire de recommandations, je pense que c'est parce qu'ils savent que ça va passer. Encore qu'on puisse toujours avoir des surprises. Ce qu'on ne sait pas, c'est tout le reste. Le gouvernement nous a parlé pendant tout le mois de décembre du besoin de flexibilité. On ne sait pas quelle flexibilité ils ont obtenue ou s'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient là-dedans. On ne sait pas si les syndicats vont être contents de la flexibilité obtenue ou de la non-flexibilité obtenue. En tout cas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, quand ils vont présenter ça aux syndiqués, ces choses-là vont être discutées et c'est là qu'on aura une idée du règlement global. Là, on a une couple de chiffres qui, je pense, ont l'air intéressants, mais souvenez-vous de la Sûreté du Québec. Il y avait des beaux chiffres aussi, puis ça a été rejeté par les membres. Justement, vous parlez de la souplesse, puis pendant toute cette négociation-là, le gouvernement, les ministres ont dit, sans cette souplesse-là, on ne peut pas améliorer les services aux citoyens, et en santé, et en éducation. En éducation, c'est réglé, Véronique. Donc, on présume qu'il y a eu des accords de souplesse, là, mais la FIC, c'est pas réglé, là. Non, mais
quand le gouvernement a 2 feux à éteindre en même temps, on a pu voir que c'était peut-être plus urgent d'éteindre celui en enseignement parce qu'il y avait la grève, parce que les élèves en difficulté ont payé le prix 2 fois plutôt qu'une parce qu'ils ont vécu aussi les années de pandémie. Maintenant, l'autre feu qui est aussi urgent, c'est la FIC. On sentait peut-être moins cette urgence de régler avec le milieu de la santé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la loi sur les services essentiels, dans ce cas-ci, s'appliquait et faisait en sorte que les urgences continuaient de fonctionner à 100 que dans beaucoup d'unités, ça fonctionnait encore à 85 Là, on commence à entendre des histoires, justement, de gens qui devaient subir une opération importante. Ils l'ont pas eu, finalement. Donc, ces histoires-là vont commencer à ressortir. Et là, on va la sentir de plus en plus, cette urgence aussi de régler avec la FIC, parce que Christian Dubé, sa fameuse réforme de santé, s'il veut qu'elle soit opérationnelle en juin, comme prévu, bien, à un moment donné, il va falloir que les employés embarquent aussi. Hélène et Michel, est-ce que j'allais dire le consommateur, mais le citoyen qui se rend dans les hôpitaux, qui est parent, qui a des enfants dans les écoles, va sortir lui aussi gagnant de ces grandes négos, Hélène? C'est la grande question. Michel, il faisait référence tout à l'heure. Il nous manque plein de détails. On parlait de flexibilité pour améliorer les réseaux. Est-ce qu'on l'a obtenu, oui ou non? Ça, on ne le sait pas. Et vous savez, c'est assez typique des négociations dans le secteur public. On fait souvent la bataille, que je dirais médiatique, entre la bataille de relations publiques sur la qualité des services. Hein? On se bat pour améliorer les services. Donc, on essaye de se rallier l'appui de la population, donc des consommateurs, comme vous dites, en disant, c'est pour vous qu'on le fait. Mais souvent, ça se règle davantage au niveau salarial sans que ça s'accompagne nécessairement de changements structurels importants. Il faut quand même aussi se rappeler que cette entente, bon, si elle aboutit, elle représentera à terme, là, donc dans 5 ans, quand elle sera entièrement déployée, une hausse des dépenses gouvernementales de 11 milliards de dollars. Ça, c'est à peu près 6,5 % de plus dans le budget total du gouvernement du Québec. Alors, l'argent, il faudra le trouver quelque part. Il y aura quelqu'un, quelque part, qui payera soit plus d'impôts, plus de taxes, ou alors il faudra revoir ailleurs à la baisse les services. Ça, on en a moins parlé, mais c'est substantiel, là, ce qui est annoncé, et ça aura un impact dans les finances publiques. Sur les finances, bien sûr. Michel Auger, est-ce que, puis la présidente du Conseil du Trésor a répété souvent, nous, on veut bien mettre davantage d'argent sur la table, mais il faut que les services s'améliorent. Oui, et c'est ça qu'on a. Ça, c'est dans la catégorie on ne sait pas. Okay. Non, mais c'est bien beau de dire on a signé un nouveau contrat sur les clauses salariales, mais le reste, on ne l'a pas encore vu. Les syndiqués ne l'ont pas vu. Et s'il y a une boîte à surprise dans toute cette affaire-là, c'est ça. Et n'oublions pas que c'est conjugué en même temps qu'une grosse réforme de la santé et une grosse réforme de l'éducation. 2 projets de loi qui, incidemment, qui ont été passés sous le bâillon. Alors, ça fait beaucoup pour la prochaine année pour le gouvernement. Là. Les défis vont être nombreux et le terrain va être miné aussi, parce qu'une réforme aussi grosse que celle de la santé de M. Dubé, là, ça se fait pas dans une partie de plaisir. Là. Non, puis il a une obligation de réussite. De résultat. M. Drainville, demain, va venir expliquer le plan de rattrapage. Mais là, déjà, on nous dit, Véronique, de Québec, on nous disait l'année ne sera pas allongée, la période de pause au mois de mars va rester. Alors, on fait quoi, là? Il faudra donner plus d'argent parce que ça ne peut juste pas être des mesures mur à mur. En fait, même si le gouvernement voulait imposer des mesures mur à mur, il ne serait pas capable de le faire parce que c'est dans la convention collective locale en plus. Alors, ça diffère d'une région à l'autre, ça diffère d'une école à l'autre, ça diffère même d'une classe à l'autre parce que le profil des élèves n'est pas nécessairement le même. Alors, tu ne peux pas prendre des mesures et dire à tout le monde, voici ce que vous devez appliquer. Il va y avoir des grandes orientations, mais c'est surtout le montant d'argent qui va être important pour dire, regardez, les centres de services, on vous donne cette enveloppe-là, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, que des professeurs qui se portent volontaires le samedi matin fassent du tutorat en Zoom, bien, vous aurez l'argent pour payer ces heures-là. Okay. Donc, alors, ça sera... Les centres de services scolaires vont être tentés de trouver des manières, Michel C. Parce que pour beaucoup d'élèves, on peut se dire que ça va aller ultimement, mais il y a des élèves pour qui
5, 6, 7, là, si on compte les congés de Noël, 7 semaines, c'est long, là. Oui, puis et le problème de M. Drainville, puis je n'aimerais vraiment pas être dans ses souliers, c'est que quand on dit on va faire un plan de rattrapage, il y a des élèves qui ont perdu une semaine de classe, il y en a qui ont perdu un mois de classe. Alors, c'est bien difficile de faire un plan pour tout ce monde-là. Évidemment, il va falloir que lui aussi soit flexible, là, mais c'est compliqué, ces choses-là. Et c'est pour ça que ça a pas... les professeurs revenaient au travail aujourd'hui. C'est pour ça que ça leur a pas été présenté aujourd'hui, alors que ça aurait été logique, parce que c'est compliqué, ça prend du temps à faire ces choses-là. Et on verra quand ce sera annoncé ce qu'ils peuvent faire. Mais comme Véronique a dit, le cahier de charge est lourd, là. On n'abolit pas la semaine de relâche et on ne prolonge pas l'année. Alors, à un moment donné, là, le nombre de jours, il reste le même. Oui, Hélène. Maître mot dans tout ça, flexibilité, je l'ai entendu de la part du côté syndical et je pense qu'on l'entend aussi de la part gouvernementale. On va donc vouloir s'adapter d'un milieu à l'autre. On l'a dit, c'est pas tous les élèves qui ont manqué le même nombre de jours d'école, mais ce ne sont pas tous les élèves qui ont les mêmes besoins non plus. On peut imaginer que les écoles situées dans des milieux très défavorisés où il y a des clientèles plus lourdes auront davantage besoin d'accompagnement. On pense peut-être même mettre le milieu communautaire à profit, donc plus de besoins que peut-être dans une école située en milieu davantage favorisé où on peut peut-être se remettre de 7, 8, 9 journées d'absence d'école. Oui, très bien. Alors, demain, annonce de M. Drainville. Il sera d'ailleurs à l'émission. Il fait une tournée médiatique. Mais il a un défi, hein, Patrice? Il a un défi, Bernard Drainville, demain, dans sa conférence de presse et dans ses entrevues. De ne pas chanter? Ben, peut-être. Mais de ne pas prononcer non plus le mot syndicat. Parce que là, il devra tout axer ça, sa communication sur « on veut la réussite des élèves ». C'est ça qui est important pour nous, pour pas faire dérailler le processus avec justement la négociation. Là, parce que vous savez, là, des fois, ça tient sur un petit fil. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de phrases malheureuses qui pourraient choquer les enseignantes qui viennent... Il y en a eu assez déjà. OK. Bon... Agence Santé Québec, c'est Thomas Gerbet qui nous révélait le salaire de là où le futur haut dirigeant de cette nouvelle Agence Santé Québec qui va regrouper presque 50 de tous les fonctionnaires au ministère de la Santé, des hôpitaux. Bon, bref. Je vais vous montrer un tableau à titre comparatif. PDG d'Hydro-Québec, c'est 639 000. Caisse de dépôt, 550 000. Mais il y a quand même des plus qui s'ajoutent pour la Caisse de dépôt Hydro-Québec aussi. Mais bon, le salaire de base... Agence Santé Québec, 543 000 et le reste qui défile. Pour comparaison, le premier ministre, je vous donne le salaire pour qu'on ait tout ça en tête avant de discuter. Salaire du premier ministre, 270 000 et les ministres sont à 231 000. Alors, réaction, Hélène, face au salaire du futur ou de la future grande patronne de Santé Québec. J'avoue éprouver un certain malaise devant la somme colossale. Écoutez, il ne faut pas être misérabiliste. À charge très importante équivaut salaire très important. La question n'est pas là. Mais à partir de quand atteint-on un niveau acceptable? Je pense que c'est dans le texte de votre collègue qui soulignait que le patron de Santé Québec gagnerait à lui seul autant que le ministre de la Santé et le sous-ministre de la Santé combinés. Il y a quelque chose de presque insultant pour ces deux individus de penser que leur travail n'équivaudra à eux deux que celui d'une seule personne. On tombe souvent dans le piège de dire oui, mais dans le secteur privé, une personne pourrait aller obtenir beaucoup plus. Mais selon cette logique, il n'y aurait presque plus de plafond au salaire de nos dirigeants dans la fonction publique. Alors, bien sûr qu'il faut de bons salaires. Okay, je suis pas en train de dire qu'ils devraient gagner 50 000, mais malaise, oui. OK. Véronique. En fait, le problème, c'est que Christian Dubé a tellement gonflé les attentes avec sa réforme de santé que ce futur ou cette future PDG aura le défi de réaliser l'impossible, de réaliser ce qui n'a pas pu être fait dans les dernières décennies. C'est sûr que cette personne-là va probablement être attirée d'abord et avant tout par le défi et peut-être pas par le salaire en premier. Mais généralement, s'il veut un Top Gun, comme s'il les appelle, les débaucher ailleurs, il n'y a pas le choix non plus d'offrir un salaire qui est assez important. Mais au-delà du salaire dont on débat en ce moment, je veux juste rappeler qu'on n'a pas les détails du reste du contrat. Parce qu'il y a
tellement d'autres manières de gonfler son salaire, là, que ce soit prime de séparation, toutes dépenses payées, retraite dorée avec une rente annuelle indexée. On avait vu Thierry Vandal, l'ancien PDG d'Hydro-Québec, avoir eu ce genre de conditions. C'est possible aussi. Michel C. Le directeur général ou le président de l'Agence de Santé Québec va devenir illico le plus gros employeur au Canada. Ça mérite une certaine rémunération. Moi, je ne suis pas scandalisé par ça. Écoutez, c'est un salaire comparable au président d'Investissement Québec. Qu'est-ce qui est plus important pour la société québécoise? Est-ce que c'est le système de santé ou c'est Investissement Québec? Moi, je n'ai pas de problème majeur avec ça. Je plains, par exemple, la personne parce que Véronique a raison, là, une fois qu'on a gonflé les attentes, qu'on a fait une énorme réforme administrative en disant maintenant, ça va bien aller, vous allez voir, pauvre personne qui prendra cette charge-là. Mais cette personne-là aura davantage l'imputabilité que le ministre en passant. Oui. Et Michel C., vous dites, pour attirer quelqu'un, un gestionnaire de haut calibre, on ne peut pas le payer 200 000. Là. Ça ne se peut pas là, dans cette étape. C'est ce que vous dites. Là. Pas dans littéralement un monstre administratif comme ça. Le plus gros employeur au Canada, Patrice. Tu sais, à un moment donné, ça se paye, ces choses-là. Très bien. Mais en même temps, on peut, je pense, plaider aussi que travailler dans la fonction publique, c'est aussi un privilège. Et d'être le patron qui va peut-être régler notre problème de la santé, eh bien, peut-être que ça vient avec une certaine auréole. Oui, très bien. Alors, le débat va se poursuivre. Parlant de choses qu'on doit payer ou pas, c'est un classique annuel, les vacances de Justin Trudeau. Michel C., je commence avec vous, parce qu'on va voir la une du National Post qui dit, oui, il a payé son avion, enfin l'équivalent, il est allé en avion officiel, d'ailleurs, qui a eu une panne, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il n'aurait pas payé pour la villa d'un ami en Jamaïque. Alors, problème ou pas, Michel? J'ai pas de problème à ce qu'il y ait en Jamaïque dans une villa comme ça. J'ai un problème avec le manque de transparence qui vient avec. Il peut bien aller où il veut, chez des amis de la famille, en disant c'est des gens que je connais, etc., etc. Mais quand on voit que ce que ça coûterait normalement, c'est quelque chose comme 10 000 $ par jour, je pense qu'on a le droit de savoir c'est qui, avant que ça commence, quand il prend l'avion, là, chez qui il va rester, comment ça fonctionne. Et une fois que tout ça est sur la table, il peut bien aller chez les amis qu'il veut. Hein. OK. Hélène, donc, Hélène, il y a une histoire là? Bien, pas vraiment, parce que d'un point de vue éthique, ça a passé le test, le commissaire à l'éthique l'a préalablement approuvé. Il était déjà allé là l'année dernière. C'est un vrai ami de la famille, contrairement à la GACAN. Mais ceci dit, c'est sûr que d'un côté de la perception, de toujours aller dans des endroits extrêmement luxueux, que très peu de personnes dans le monde peuvent se permettre, c'est sûr que ça contribue à projeter une image pas tellement digeste pour le public. Alors, dans un contexte où vous êtes impopulaire, ça vous aide pas beaucoup. Mais il n'y a pas de problème éthique à proprement parler. Très bien. Véronique? Il serait allé dans un Holiday Inn que le National Post aurait fait sa une avec ça pareil. Peut-être. Disons-le. Peut-être. Véronique? Bien, c'est peut-être le message que ça envoie au niveau de la perception. Dans un contexte économique difficile, on a un débat à savoir est-ce qu'on est en récession ou pas en ce moment. Et on demande à tout le monde, finalement, de se serrer la ceinture. Puis il y a probablement beaucoup de Canadiens qui ne seront pas capables de se payer des vacances à l'étranger comme ça cette année parce qu'ils devront faire attention à chaque sou dépensé. Alors, c'est sûr que peut-être au niveau du jugement, c'est là le problème. Bon, très bien. Alors, on n'a pas fini. On est un des rares pays où on a ce débat-là chaque année, il faut quand même le dire, là, où se trouvent les premiers ministres ou les présidents pendant les vacances. Mais c'est comme ça, c'est transparence. On me dit merci. Merci à vous trois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.